Les perspectives pour la Russie sont sombres, du moins selon les experts. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, de nombreux dirigeants occidentaux, groupes de réflexion et médias ont prédit avec assurance l'effondrement de l'économie russe. En particulier, les experts ont multiplié les évaluations affirmant que l'industrie de défense russe était en train de s'effondrer. Elle ne peut gérer les sanctions, l'instabilité financière et le manque de main-d'œuvre qualifiée face aux exigences croissantes de la guerre. C'est du moins ce que dit l'histoire, malgré un nombre inédit de sanctions. L'exclusion du système de messagerie financière Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, qui permet les paiements internationaux, ainsi que de lourdes pertes en effectifs et en équipement sur le champ de bataille. Ces prédictions d'effondrement imminent ne se sont pas réalisées, comme l'indique le titre d'un récent article du Centre d'études stratégiques, ou Centre d'études stratégiques et internationales. L'économie russe est affaiblie, mais pas anéantie, alors que nous approchons de la fin de la 4e année de guerre en Ukraine. Certains experts affirment que 2026 sera l'année où l'industrie de défense russe s'effondrera une bonne fois pour toutes. Alors examinons les preuves et voyons à quel point cela est vraiment probable. Dans un article récent publié dans Defense Blog, Dylan Malyusov soutient que l'industrie de défense russe traverse sa crise la plus profonde depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Dylan Malyusov, né au Pérou et formé en Ukraine, est le rédacteur en chef de la publication et a reçu une médaille pour l'assistance aux forces armées d'Ukraine, pour ses services d'information rendus à la nation. S'appuyant sur des évaluations internes et des échanges entre responsables du secteur, qu'il ne divulgue pas, il explique que les usines de défense russes sont aujourd'hui au bord de la rupture. Elles manquent de plus en plus de main-d'œuvre, de stabilité financière et de chaînes d'approvisionnement pour maintenir la production d'armes et d'équipements militaires. Et cela ne fait qu'empirer, sans aucun doute. Le marché du travail russe a connu de grands bouleversements depuis que le président Vladimir Poutine a mis en place toute une série de mesures pour faire passer l'économie en mode de guerre. Environ 2 millions d'hommes en âge de travailler ont quitté la population active. Près de la moitié ont quitté le pays en 2023, après l'annonce de la mobilisation partielle, majoritairement des cols blancs à haut revenu. Les autres ont été mobilisés ou se sont engagés volontairement dans l'armée. Certains retourneront sur le marché du travail après leur contrat, beaucoup non. Ils sont morts ou définitivement handicapés. Pour inciter les citoyens à s'engager massivement dans l'armée, la Russie a considérablement augmenté les salaires de base et les primes d'engagement en février 2022. Avant le début de l'invasion, les jeunes officiers gagnaient un peu plus de 81 000 roubles par mois, soit environ 1030. En octobre de la même année, la solde mensuelle minimale pour les troupes de première ligne avait augmenté pour atteindre son niveau officiel actuel, soit environ 195 000 roubles ou 2480, une hausse de 240%. C'est près de 14 fois supérieur au salaire médian dans certaines régions de Russie. De plus, à la mi-2024, la prime moyenne unique que les soldats reçoivent lorsqu'ils signent leur contrat atteignait 485 000 roubles, soit 5 300, ce qui correspond à peu près au revenu annuel moyen par habitant en Russie. Au total, les recrues dans des régions comme Moscou et l'oblast de Leningrad peuvent recevoir jusqu'à 53 millions de roubles, soit 60 592, et au moins 3 millions de roubles, soit 34 955 respectivement, sur une année de service, en incluant tous les paiements et salaires. Bien sûr, en Russie, on signale souvent des retards de paiement, de la corruption et des sous-paiements. Cependant, ces montants restent élevés pour l'Ivan moyen, et ont fait du service militaire l'une des professions les mieux rémunérées en Russie. Le résultat a été d'aspirer des employés qualifiés hors de l'économie vers l'armée, créant ainsi une inflation salariale significative, alors que d'autres secteurs augmentent leurs propres offres salariales pour tenter d'attirer et de retenir les employés. Dans l'industrie de défense russe, les salaires ont aussi augmenté, car les entreprises cherchent à sécuriser assez de main-d'œuvre pour répondre aux commandes croissantes de l'État en armement et équipement pour l'Ukraine. Souvent, ces entreprises doivent répondre à la hausse des commandes à des prix qui ne couvrent pas leurs coûts de production. Et la hausse des salaires qu'elles sont obligées de payer ne fait qu'accentuer la pression financière qui pèse sur elles.
Il est juste de dire que la Russie a résisté à l'avalanche de sanctions déclenchées contre elle par l'Occident, bien mieux que ce que tout le monde attendait. Comme l'a dit sans détour le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent sur le 19e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Faire une chose 19 fois montre un échec. En réponse aux commentaires de Bessent. Leonid Slutsky, président de la Commission des affaires internationales de la Douma d'État russe, a affirmé à TASS que l'économie russe s'est adaptée aux sanctions. Ce qui ne peut pas être dit de l'économie de l'Union européenne. Les sanctions se sont retournées contre elle, dévastant sa croissance, et ont eu un impact extrêmement négatif sur le niveau de vie des Européens ordinaires. Eh bien, la Russie s'est peut-être adaptée, mais cela n'a certainement pas été sans coût, surtout dans la production d'équipements militaires plus avancés. Là où les sanctions ont claqué la porte à de nombreuses matières premières essentielles, huile, revêtements, composants électroniques, fluides techniques et bien d'autres. La Russie a pu produire certains de ces éléments localement, créant ainsi un avantage caché aux sanctions. Ils ont dû contourner les obstacles, ou s'approvisionner via un réseau complexe d'accords avec des tiers. Et tous ces intermédiaires et cette logistique supplémentaire nécessaire pour obtenir les pièces ne signifient qu'une seule chose. Des coûts plus élevés, auxquels s'ajoute l'augmentation du prix des composants. Dans certains cas, jusqu'à 100 fois plus qu'avant les sanctions, la hausse des salaires et une inflation persistante en général. Et les coûts continuent d'augmenter pour ces entreprises, même si les prix auxquels elles peuvent vendre à l'État restent constants. Être contraint d'exécuter des commandes de l'État à prix fixe, souvent sous le coût de production, n'est pas nouveau en Russie. Les subventions de l'État permettant à ces entreprises de survivre ne sont pas nouvelles et continuent d'être accordées. Ce système circulaire et subventionné a permis à la Russie de maintenir à flot une grande partie de son complexe militaro-industriel hérité de l'époque soviétique depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Malgré d'importants défis initiaux, il y avait déjà une base militaro-industrielle assez efficace pour accroître la production au début de la guerre. A l'inverse, les pays de l'OTAN à économie de marché libre n'ont pas ces systèmes, provoquant le déclin d'industries militaires comme la construction navale aux États-Unis après la guerre froide, la demande ayant chuté en temps de paix, tandis que l'Europe lance son propre vaste réarmement. Il sera intéressant de voir comment les pays européens relèveront des défis similaires en développant leur chaîne de production et d'approvisionnement. Les entreprises de la défense russe font face à une demande étatique croissante pour des produits de plus en plus rares, avec des délais de livraison toujours plus urgents et à forts enjeux. Plus il y a de livraisons manquées, plus c'est difficile pour les troupes en première ligne, mais leur problème ne s'arrête pas là. La demande accrue d'armes hors de l'État a aussi provoqué un effet domino de problèmes pour l'industrie de la défense. Pour commencer, historiquement, les entreprises de défense russes compensaient le manque à gagner des ventes à perte à l'État grâce à des commandes d'exportation lucratives. En raison des importantes accumulations d'armes pendant la guerre froide, les États-Unis sont restés le principal exportateur mondial d'armes, suivi de la Russie en deuxième position. Cependant, même avant le début de la guerre, les exportations militaires russes avaient déjà commencé à diminuer. Depuis 2022, elles ont tellement chuté que la Russie a perdu sa deuxième place au profit de la France, de justesse. Avant l'invasion, la Russie livrait 31 pays. En 2024, il n'en restait plus que 12. Les sanctions ont sans aucun doute joué un rôle énorme en persuadant de nombreux pays de suspendre ou d'arrêter leurs achats d'armes à la Russie. Ce processus semble avoir commencé dès la première série de sanctions imposées à la Russie, après son annexion de la Crimée en 2014. La Russie a perdu l'accès à de nombreux marchés étrangers, les acheteurs annulant ou gelant des contrats par crainte de sanctions et incapacité de livraison des entreprises russes. La concurrence croissante de nouveaux acteurs de la défense comme Israël, la Turquie, la Corée du Sud et l'Inde a également grignoté la part de marché de la Russie sur ses marchés traditionnels en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Et la mauvaise performance de nombreux systèmes d'armes russes en Ukraine. Surtout en 2022 et 2023, lorsque la majeure partie de la chute des exportations s'est produite, cela n'a sans doute pas aidé à stimuler la demande. Le principal facteur de la chute des exportations militaires russes est que l'État a besoin des armes en Ukraine. Elles ne sont donc pas disponibles à l'export. Denis Mantarov, premier vice-premier ministre russe,
a affirmé à Interfax en 2023 qu'une grande partie des armes produites dans le pays est envoyée vers les champs de bataille ukrainiens. Il a affirmé que leur fourniture était prioritaire. Et compte tenu des pertes énormes de la Russie depuis lors, les besoins de l'armée russe n'ont fait qu'augmenter. En résumé, en raison des sanctions, des mauvaises performances et du changement d'approvisionnement, plusieurs grands contrats de milliards de dollars ont été annulés. L'Égypte a annulé une commande majeure de chasseurs Su-35 début 2022, invoquant des préoccupations concernant les performances et la pression occidentale. L'Algérie et l'Indonésie ont toutes deux annulé des achats prévus d'avions de combat russes, après que la Russie n'a pas pu fournir les appareils commandés en raison des exigences de la guerre. Et les acheteurs n'étaient pas satisfaits du plan de remplacement. Et les Philippines ont annulé un contrat de 127 milliards pour 16 hélicoptères Mi-17 en 2022, apparemment sous une forte pression diplomatique des États-Unis. Ces annulations ne concernent pas uniquement les grandes entreprises d'État produisant des systèmes d'armes majeurs comme chars, avions et navires. Cela affecte également des dizaines de petites entreprises, généralement privées, qui fournissent des matières premières, des pièces détachées et des services. Et, pour aggraver les choses, l'État, qui est le principal client, rencontre manifestement des difficultés à payer à temps, même lorsque les livraisons sont attendues. Néanmoins, il existe de lourdes conséquences juridiques en cas de non-livraison, en plus de toutes les autres pressions qu'ils subissent. Cela laisse les usines incapables de payer les salaires, de régler les fournisseurs ou d'acheter des composants. Selon Malyusov, l'un des documents en sa possession indique que la livraison de chars en janvier n'a toujours pas été payée. Même si l'entrepreneur reste légalement tenu de livrer de nouveaux véhicules tout au long de l'année. S'ajoute à cela le problème persistant des frappes de drones et missiles ukrainiens sur les infrastructures énergétiques et militaro-industrielles russes, ainsi que des sabotages. En octobre, l'Ukraine a affirmé avoir frappé l'usine de munitions Sverdlov, dans l'oblast de Nijni Novgorod, une installation produisant des bombes aériennes, des munitions d'artillerie et des munitions anti-aériennes. Auparavant, en août, dans le même oblast, l'Ukraine a frappé l'usine de fabrication d'instruments Alsamas, qui produit des systèmes optiques, électroniques et de navigation pour les avions militaires russes, les missiles et les véhicules. En avril, des drones ukrainiens auraient endommagé l'usine Fibre Optic System à Saransk, le seul fabricant russe de câbles à fibre optique utilisés dans les drones militaires et les systèmes de communication sécurisés. Il y en a eu beaucoup, car la plupart des drones longue portée ukrainiens avaient jusqu'à récemment de petites têtes explosives. La majorité de ces frappes ont causé des dégâts mineurs, l'entreprise ayant pu reprendre ses activités en quelques jours ou semaines. Avec des dizaines, voire des centaines de drones franchissant chaque nuit les défenses aériennes russes, ces frappes ont perturbé la production militaire et aggravé la crise financière de nombreuses entreprises. Ces frappes ont sans doute coûté des dizaines ou centaines de milliards de dollars à la machine de guerre russe. Elles ont obligé Poutine à redéployer des ressources de défense aérienne et d'autres moyens loin du front pour protéger des infrastructures clés et des sites militaires. Il a même dû mobiliser des vétérans d'Ukraine pour défendre ces infrastructures régionales. Additionnez tout cela. Le manque de main-d'œuvre, la perte d'exportation, le coût de l'évasion des sanctions, les faibles prix imposés par l'État. S'ils perdent tout court, les grèves régulières, etc. Et, selon Malyusov, la majeure partie de l'industrie de la défense ploie sous une pression insupportable. Même les plus grandes usines du système montrent des signes clairs de détresse. Malyusov cite un courriel du début de 2024 de Dmitri Fadeov, directeur général de la grande usine de construction de machines Mouron. Ce courriel aurait été intercepté par des activistes ukrainiens, de la résistance cybernétique, et partagé avec le Centre national de la résistance de l'Ukraine. Dans ce courriel, en tant que président de la Ligue des entreprises de défense de l'oblast de Vladimir, Fadeov se plaignait que les usines sont obligées de vendre leurs produits au prix de 2019, mais en même temps, on s'attend à ce qu'elles achètent leurs matières premières au prix du marché et à l'avance. Il a déclaré que l'argent reçu du gouvernement ne suffisait même pas à couvrir les intérêts du crédit que son entreprise devrait contracter pour payer ses fournisseurs. Le coût élevé des emprunts est une plainte courante dans l'ensemble de l'économie russe ces jours-ci. Avec des taux toujours extrêmement élevés, dépassant les 20%, la croissance économique a ralenti pour stagner autour des niveaux de récession. Les entreprises ne peuvent pas se permettre d'emprunter. La croissance,
Le capital, les investissements et la R&D ont ralenti, frôlant la stagnation dans de nombreux secteurs économiques. De plus, Fadeov dit que l'argent du gouvernement est bloqué jusqu'à l'achèvement des contrats, qui durent normalement de 3 à 5 ans, ce qui signifie que pendant cette période, l'argent est effectivement gelé. Il déplore aussi une pénurie de personnel dans les usines, due à la mobilisation massive et au manque de logements. En conséquence, l'usine de construction de machines Mouron avait perdu 70 millions de roubles, soit environ 770 000 dans la production de l'appareil. Un T-146 uniquement les systèmes de navigation. Et elle peinait désormais à suivre la demande croissante de l'État pour ces appareils. L'authenticité du document, censé être l'email de Fadeov, est difficile à vérifier, et il n'est pas clair si les problèmes décrits ont été résolus par la suite. Une chose est sûre, cependant, la frappe ukrainienne sur l'usine, qui produit des composants d'allumage pour les munitions utilisées par les forces armées russes, le ministère de l'Intérieur et le service fédéral de sécurité. Le service fédéral de sécurité le 30 avril n'a certainement pas facilité la situation sur place. Malyusov affirme également que la United Aircraft Corporation, ou United Aircraft Corporation, un producteur clé d'avions de combat russe, a été confronté à un manque de fonds pour payer ses sous-traitants. Et qu'elle est maintenant empêtrée dans des centaines de procédures judiciaires pour obtenir une compensation de dettes. Cependant, il ne cite aucune source pour cette affirmation, et nous n'en avons trouvé aucune pour la confirmer. Au contraire, du moins selon les données officielles russes, OAK semble tenir ses engagements, et même plus. En novembre, la société a annoncé la livraison du dernier lot de bombardiers tactiques, Sukhoi Su-34 et de chasseurs Su-35. Cela faisait suite à des livraisons de Su-34 en septembre et octobre et de Su-35S en août. Le président directeur général de l'United Aircraft Corporation, Vadim Bedeka, a souligné que le personnel des sites de production de l'United Aircraft Corporation maintient un rythme de fabrication élevé afin de respecter les objectifs de livraison prévus. Les ingénieurs du bureau d'études Sukhoi continuent d'affiner et d'améliorer les systèmes des avions, en tirant parti des enseignements tirés de leur déploiement opérationnel lors de l'opération militaire spéciale. Ces améliorations visent à accroître l'efficacité de l'avion lors des missions actuelles et futures, a-t-il déclaré. Du moins en apparence, les axes de la société semblent correspondre à ces paroles, offrant ainsi à la Russie un sérieux répit face aux effets débilitants des sanctions. OAK a récemment lancé le très attendu avion MC-21 présenté au dernier salon aéronautique de Dubaï. Le MC-21 est un avion à fuselage étroit comparable au Boeing 737 et à l'Airbus A320, et il serait, paraît-il, le premier avion russe entièrement produit localement en remplacement des importations. Avec la moitié de la flotte russe d'Airbus A320 Teneo clouée au sol en raison de problèmes de moteur non résolus. Exacerbée par les sanctions, l'industrie aéronautique est un secteur où les sanctions ont frappé le plus fort. Moscou vise à produire plus de 600 nouveaux avions d'ici 2030 pour remplacer sa flotte occidentale vieillissante. Et les MC-21 et Yakovlev SJ, sans également fabriqués par l'United Aircraft Corporation, devraient en constituer la majeure partie. Tout bien considéré, avec une promesse du gouvernement de plus de 27 milliards pour développer des avions nationaux, y compris le SJ, sans de Yakovlev, et le MC-21, et une priorisation claire de Moscou. Même si les affirmations de Malyusov sur l'implication de l'United Aircraft Corporation dans des centaines de procès sont vraies, l'entreprise a sans doute réussi à les repousser. Cela dit, avec ce qui se passe à l'usine d'Ural-Vaganzavod. Usine d'Ural-Vaganzavod, pour faire court, on ne peut pas en être trop sûr. Le géant russe de la fabrication de chars et de wagons de fret, situé dans la ville de Nijni Tagil, à environ 1400 km à l'est de Moscou, a annoncé en novembre qu'il restructurait ses opérations pour réduire les coûts, y compris, selon les informations, jusqu'à 10 de ses employés. Selon un document interne, EAN indique que Usine d'Ural-Vaganzavod prévoit de supprimer jusqu'à 50 postes dans divers départements d'ici février 2026 et d'arrêter les embauches. Interrogé sur ce rapport, Usine d'Ural-Vaganzavod a déclaré à Reuters qu'en raison du contexte actuel, l'entreprise, comme d'autres, se restructure surtout pour optimiser les dépenses administratives et de gestion. Il a ajouté que Usine d'Ural-Vaganzavod continue de travailler à un rythme soutenu pour remplir une commande de défense de l'État et que les recrutements se poursuivent. Certainement, d'après les rapports officiels russes, Usine d'Ural-Vaganzavod continue de remplir ses commandes. En novembre,
L'entreprise a annoncé la livraison du premier lot de TOS 1A selon ses pioques fraîchement modernisés, des lance-roquettes multiples thermobariques. Et en octobre, elle a annoncé avoir livré le premier lot d'un nouveau véhicule de soutien de char non spécifié. Le véhicule modernisé disposerait d'un blindage réactif amélioré et d'une protection latérale renforcée. Le problème chez Usine du Roule-Wagon-Zavod vient surtout de la division des wagons ferroviaires, et non de la branche défense. Comme la plupart des entreprises du secteur logistique énergétique en Russie, l'entreprise fait face à une forte et durable baisse de la demande de wagons de fret ferroviaire. Cela s'explique par la forte baisse du volume de marchandises, due aux perturbations majeures dans les exportations principales causées par les sanctions économiques occidentales et les sanctions cinétiques ukrainiennes. Une grande entreprise de défense qui est sans aucun doute en grande difficulté financière est Kronstadt, l'un des plus grands fabricants de drones de Russie, et le producteur des systèmes Orion et Inerodskaya. En 2022, elle a annoncé avec fierté l'extension de la production dans ses 2 usines d'assemblage de drones près de Moscou. Aujourd'hui, elle risque la faillite après des mois de difficultés financières, de procès et de défaites militaires. Même avant le début de la guerre, les finances de l'entreprise étaient fragiles. En 2020, Kronstadt a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de roubles, soit 25 millions, mais a subi des pertes de plus de 35 milliards de roubles, soit environ 45 millions. Mais les vrais problèmes ont en fait commencé peu de temps, après cette annonce de 2022, lorsque l'investisseur principal de Kronstadt, AFK Sistema, s'est retiré. Privé de ce soutien financier, la dette de l'entreprise a explosé face aux demandes de production croissantes. Ajoutez à cela tous les autres problèmes majeurs du secteur évoqué. Pénurie de personnel, difficulté d'approvisionnement en pièces, augmentation vertigineuse des coûts, etc. D'ici 2025, tout a explosé spectaculairement. L'entreprise fait face à plus de 40 procès, pour un total de 6 263 millions de roubles, soit environ 7 millions. Les sous-traitants déposent vite leurs réclamations, redoutant la faillite probable de l'entreprise. On ne sait pas dans quelle mesure les litiges illégaux ont affecté la capacité de l'entreprise à honorer les commandes de l'État. Mais perdre Kronstadt représenterait sans aucun doute un revers majeur pour l'industrie de défense russe et ses opérations militaires, qui dépendent de plus en plus des systèmes aériens sans pilote. C'est pourquoi Moscou risque peu de laisser cela arriver. Si nécessaire, Poutine nationalisera sûrement l'entreprise et relancera vite la production. Il perd régulièrement des systèmes de défense aérienne S-400 qui valent à plusieurs fois plus que la dette de Kronstadt à cause des frappes de précision ukrainiennes. Donc en prenant tout en compte, c'est essentiellement une évidence. L'article de Maloussov, qui décrit une industrie de défense russe en difficulté, rejoint de nombreuses analyses occidentales sur l'économie et l'armée russe. On pourrait s'attendre à trouver des signes évidents de difficultés rapportés dans les médias russes, même si ce ne sont que des indices subtils à déceler. Mais l'expression politique est évidemment très réprimée en Russie. Cependant, lorsqu'il s'agit de questions économiques et financières, il y a généralement plus de liberté. Vous pouvez critiquer la hausse du coût de la vie, ou demander une baisse des taux sans craindre d'être arrêté par le service fédéral de sécurité. Aujourd'hui, des millions de personnes font cela, en parcourant les actualités sur des médias financiers établis comme Komossan. L'inquiétude porte sur la stagnation de la croissance, des investissements, des taux d'intérêt et de l'inflation élevée, ainsi que sur l'endettement important. Pour ne citer que quelques-uns des problèmes évidents de l'économie russe. Mais on a le sentiment qu'ils estiment que la situation reste sous contrôle, qu'ils disposent encore de leviers à actionner, et qu'il s'agit simplement de choisir les bons. L'économie était en surchauffe. Nous avons pris des mesures pour la ralentir. Ils pourraient dire que ça a marché, mais peut-être un peu trop bien. Maintenant, il faut prendre les bonnes mesures pour recommencer à croître. Le consensus semble aller dans ce sens. Quant à l'industrie de la défense, Alexandre Mikhailov, chef du bureau russe d'analyse politico-militaire, a déclaré à TASS en novembre. À l'échelle macroéconomique, la Russie dépasse le complexe militaro-industriel de l'Europe unie en armes et munitions. L'Europe, avec sa population d'un demi-milliard d'habitants, et environ 30 pays développés dont au moins 10 possèdent une industrie de défense établie, ne peut actuellement pas rivaliser avec le secteur de la défense combinée de la Russie. C'est un avantage considérable. Il affirme également que les contrats étrangers de la Russie, c'est-à-dire les exportations de défense, s'élèvent désormais à environ 60 milliards. Et après la fin de l'opération militaire spéciale,
La Russie devrait gagner encore plus grâce aux exportations d'armes. Seul le temps dira s'il a raison ou bluffe. Et 2026 est l'année où toutes les prédictions sur la disparition imminente de la Russie se réalisent enfin. Maintenant, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour d'autres analyses approfondies sur des sujets militaires d'actualité. Merci de nous avoir regardés.